La thalidomide. Chapitre 1. Jérôme Marceau était un homme discret, enquêteur au service de police de la ville de Montréal. Section des homicides, sa réserve était légendaire et le rendait en quelque sorte indétectable au radar. Il n'avait pas d'amis connus. On le surnommait Aileron à cause de son bras atrophié, séquelle de la thalidomide, un somnifère mis au point au début des années 60 et qui avait pour effet secondaire de diminuer la nausée matinale chez les femmes enceintes. Après sa commercialisation, une colonie de manchots et d'à moitié membrés avait vu le jour dans les pouponnières d'Europe et du Canada. Le somnifère fut immédiatement retiré des tablettes, mais le mal était fait. La guerre avait été livrée in vivo et avait fait 10 000 victimes. 10 000 petits mutilés. Jérôme Marceau était de ceux-là. Ce défaut de fabrication portait cependant ombrage à un autre de ses signes distinctifs. Il était mulâtre. Jérôme affichait un bronzage permanent doublé d'une chevelure ondulée qui, à première vue, lui donnait des airs de maghrébin ou de créole. Une particularité qui en effaçait un autre en quelque sorte, son petit bras plat attirait immanquablement les regards, faisant ainsi oublier sa couleur. Jérôme Marceau s'en tirait d'ailleurs plutôt bien. Malgré ce moignon, il était un premier de classe, sur le plan professionnel en tout cas. À 47 ans, il comptait 12 années de service aux homicides et avait une réputation enviable, en dépit de son incapacité à défoncer une porte ou à dégainer promptement une arme. On se demandait comment il fait pour gravir les échelons et devenir l'adjoint de l'éveillé, l'enquêteur-chef que tout le monde appelait simplement Linda. Et surtout, pourquoi il avait préféré conserver son pupitre dans cette grande salle où traînaient habituellement les enquêteurs, plutôt que d'accepter le bureau fermé auquel son grade lui donnait droit. Depuis, on se méfiait de lui, et certains disaient qu'il espionnait pour le compte de Linda. On prétendait qu'il collait aux fesses de ses collègues pour ensuite répéter ce qu'il avait entendu à la patrouille. Mais ces accusations s'estompaient lorsque l'un ou l'autre des enquêteurs avait besoin de renseignements. Malgré les railleries et les boutades dont il faisait l'objet, autant à cause de son bras que pour la couleur de sa peau, Jérôme était une inépuisable source d'informations pour ses collègues enquêteurs. Lorsqu'il relevait l'écran de son ordinateur portable, il trouvait toujours ce qu'on lui demandait de chercher, et même plus. Elrond était un crack en informatique et une seule main lui suffisait pour naviguer dans le cyberespace. Pendant que son bras était éteint pendait le long de son corps, sa main gauche et ses 5 doigts travaillaient pour deux. Il jouait du clavier comme peu savent le faire. Et là où il excellait surtout, c'était dans le bris de code. N'importe quel code, tous les codes, avec une facilité déconcertante, et même si c'était tout à fait illégal, il s'introduisait dans les banques de données les mieux protégées. C'était sa rédemption, sa revanche contre son incapacité à percer des coffres-forts ou à déboulonner des portes. Autant son bras diminué, ses doigts symboliques et sa peau incertaine soulevaient les sarcasmes, autant son talent au clavier suscitait l'admiration. Tom O'Leary, le plus jeune et le plus ambitieux des enquêteurs du service, faisait régulièrement appel à son savoir-faire. Et jamais il n'était déçu. Voulait-il connaître le dernier numéro composé sur le portable d'un homme interpellé la veille? Il avait la réponse dans la demi-heure, en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Elrond pouvait télécharger l'empreinte génétique d'un ressortissant ouzbek immigrant illégal retrouvé mort dans un conteneur du port de Montréal et le comparer avec celui d'un terroriste recherché dans le pays voisin, le Kazakhstan. Pendant des heures, son regard acéré écorchait les écrans qui s'alignaient sur son plan de travail. Les doigts de sa main gauche toujours en alerte. Il s'enfonçait toujours plus loin dans un monde qui s'apparentait aux catacombes. Un monde où il se sentait mieux que dans le réel.
Jérôme Marceau aimait tout ce qui était souterrain en général et le métro en particulier. Il y avait travaillé pendant une quinzaine d'années en début de carrière. Les passages obscurs de la ville, ceux qui sont empruntés par le grand public, tout comme les réseaux de services, n'avaient pas de secret pour lui. Les sous-urbains, avec ses portes sans poignée, ses accès dérobés et ses passages qui relèvent du privilège. Il l'avait exploré mieux que personne. La ville sous la ville était immense et très mal connue, tout comme l'informatique, se plaisait-il à dire. Il y avait, selon lui, un lien direct entre le Montréal souterrain et le chaos babylonien de l'informatique. Évidemment, ce rapprochement n'intéressait personne. Pour Nick Corriveau, la cinquantaine avancée, doyen de l'équipe et chauve comme le dessert, ce genre de réflexion était pure poésie. Lui et O'Leary considéraient Jérôme comme un chien de poche, comme le caniche de Linda. Cependant, il n'était pas le seul à faire l'objet de railleries aux homicides. Linda Léveillé avait droit à sa part de mesquinerie, elle aussi. C'était une femme née dans un corps d'homme. Rude sans manière, certains prétendaient qu'elle était lesbienne, d'autres qu'il s'agissait d'un homme, une transsexuelle opérée. Ce dont personne ne doutait toutefois, c'était qu'elle avait de la pogne. Et il en fallait diablement pour diriger cette équipe d'indisciplinés, d'ambitieux, habiles et de machos. Lorsqu'elle avait pris la direction des homicides, O'Leary, l'arriviste et Corriveau, le vieux routier, s'étaient donné 6 mois pour avoir sa peau. Manque de chance, le taux de criminalité avait brusquement chuté. La nouvelle enquêteur-chef avait pris tout le crédit. Depuis, elle était devenue indélogeable. La guerre des motards s'était déplacée vers les tribunaux. Les mafieux avaient cessé de s'entretuer et les gangs de rue, occupant le vide laissé par les deux premiers, faisaient beaucoup plus de casse que de morts pour l'instant. Linda Léveillé avait donc le vent dans les voiles. C'est sans doute pourquoi elle avait choisi ce moment pour les surprendre tous. Un vendredi de novembre, comme ça, sans crier gare, elle annonça par voie de mémo qu'elle se mariait et qu'elle partait en voyage de noces. Jérôme l'apprit juste avant qu'elle ne s'envole vers l'Asie avec l'élu de son cœur. La nouvelle le touchait particulièrement puisqu'il allait prendre illico la direction du service. Tout s'était passé très vite. Un coup de fil alors qu'elle faisait ses valises. Une conversation où elle avait dit d'emblée: ça doit être une première dans les annales de la ville. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de personne de couleur à la tête des homicides. Jérôme avait fait mine de ne pas entendre. Il n'eut même pas le réflexe de lui demander si elle avait épousé un homme ou une femme. De toute façon, il n'aurait pas osé. En réalité, cette fantaisie de la personne assortie d'un voyage de noces à l'autre bout du monde avait scié Jérôme. Il ne lui connaissait pas ce genre d'extravagance, d'autant que personne du service n'avait été invité au mariage. Qu'il le veuille ou non, il allait devoir se résigner à jouer les patrons pour les 3 semaines suivantes. O'Leary et Corriveau ne manqueraient pas de lui rendre la vie dure. Ce serait un combat de tous les instants pour arriver à s'imposer, mais ça aurait pu être pire. Traditionnellement, la dernière semaine de novembre et les 2 premières de décembre étaient les plus calmes du calendrier. On n'avait relevé qu'un meurtre à la même période l'année précédente. Ces chiffres, Jérôme n'avait même pas eu besoin d'allumer son ordinateur pour les trouver. C'est Linda elle-même qui lui avait communiqué au cours de leur brève conversation téléphonique. L'enquêteur-chef minutieusement choisit le moment de son départ. Ce voyage de noces, aussi attendu que mystérieux, avait enflammé les moulins à rumeurs. On ne parlait plus dès lors que l'orientation sexuelle de la patronne. Corriveau, le plus expérimenté, mais aussi le plus tordu des membres de l'équipe, estimait que Linda ne s'était pas mal. On prétendait qu'elle avait tout inventé pour prendre des vacances en paix, pour prendre le large avec une copine sans qu'on lui pose de questions. Quant à O'Leary, ses histoires d'amour ne le préoccupaient guère. Plus sournois, il voyait dans ce coup de théâtre une possibilité d'avancement, l'occasion de révéler enfin l'incompétence d'Elrond. L'adjoint de la patronne était selon lui une erreur de parcours, un avatar, et cela n'avait absolument rien à voir avec la couleur de sa peau. En l'absence de Linda, il ferait enfin la preuve de son talent limité. Et bientôt, son fauteuil serait libre. Pour cela, il suffisait d'attendre le meurtre suivant. Le dernier,
Le 38e s'était produit au début d'octobre. Malgré les statistiques, il y en aurait sûrement un autre avant le retour de Linda. Tous les mardis, Jérôme Marceau déjeunait avec sa mère sur la rive sud de Montréal. En fait, il venait dîner chez elle, mais elle insistait pour dire que c'était un déjeuner. Florence Marceau était une oie blanche qui avait des manières. C'est une femme menue et frêle dont la peau était dépourvue de toute pigmentation. On imaginait mal qu'elle fût la mère naturelle de l'enquêteur café au lait. Mais c'était pourtant le cas. À 75 ans, bien comptée, retraitée depuis un moment déjà, elle formait avec Jérôme un duo mère-fils unicité. Un duo qui avait ses habitudes auxquelles il ne fallait surtout pas déroger. Bien qu'il ait pris la relève de sa patronne 4 jours plus tôt, il lui avait été impossible de déplacer et encore moins de reporter leur déjeuner hebdomadaire. Ce matin-là, avant de se rendre chez sa mère, Jérôme rencontra l'enquêteur Isabelle Blanchet, une recrue qui venait lui porter ses lettres de client. Son embauche était une idée de Linda. Elle lui envoyait du renfort, sans doute en prévision de son absence prolongée. Blanchette venait de passer 4 ans à la sécurité et au contrôle souterrain, la SCS. Le fait qu'on ne dise aucun mal d'elle après son passage dans les catacombes de la ville est en soi la meilleure des recommandations. Elle était blonde, menue et allumée, et Jérôme apprécia d'emblée sa vivacité d'esprit. Ils discutèrent 1 heure et promirent de se revoir après le déjeuner. Pour la police, les tunnels, le métro et les passages tout azimuts de Montréal obscurs étaient en quelque sorte un club-école, où l'on se faisait les dents avant de remonter à la surface. Les ambitieux étaient légion dans ces corridors sombres, où il était plutôt rare qu'on dise du bien des autres. Et pourtant, on disait de l'enquêteur Isabelle Blanchette, pendant son passage à la SCS, Blanchette avait mené des enquêtes difficiles sans jamais connaître l'échec. Mais le plus beau de l'affaire, c'était qu'elle soit aussi une mule. Elle et Jérôme s'étaient tout de suite entendus. Ce dernier avait vite conclu que pendant l'absence de Linda, ce serait elle qui prendrait le relais à l'informatique tandis qu'il jouait au patron. Blanchette était un véritable cadeau du ciel. Son arrivée lui permettait de consacrer plus de temps à O'Leary et à Corriveau, les 2 coqs de service. Au bout d'1 heure, il avait fait le tour des dossiers. Plus rien ne l'empêchait de se rendre chez Florence. Jérôme aurait pu emprunter la voiture de service de Linda pour aller à Longueuil, mais il opta pour la voie souterraine. Ça irait beaucoup plus vite. À partir des locaux des homicides, rue Saint-Antoine, il se rendit au palais de justice en parcourant un interminable corridor. Les juges, les avocats et certains accusés empruntaient quelquefois ce passage pour quitter discrètement le tribunal. Plus loin, un autre couloir suivi de dédales innombrables ouvrait une brèche jusqu'à un autre palais, celui des congrès. De là, il suffisait de prendre le métro, d'effectuer une correspondance à Berry-UQAM. Et à midi pile, sans jamais avoir mis le pied dehors, il était chez sa mère de l'autre côté du fleuve. Bon, d'accord, lança Florence en l'accueillant. Je dois reconnaître que tu es ponctuel. Ce qui aurait pu être un compliment cachait enfin une pointe de déception. Elle aurait voulu que son fils soit comme les autres, qu'il ait une femme, des amis. Elle ne lui en tenait pas rigueur, c'était sa faute. C'était elle qui avait pris ce poison de somnifère. Depuis, elle cherchait constamment à se racheter. Voilà pourquoi ce mardi, avant qu'il ne prononce un seul mot, elle lui annonça qu'elle avait trouvé une manière de lui faire gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Ah bon, et comment je vais faire ça? J'ai lu les mémoires de Dr. France Kelsey. C'est de là que m'est venue l'idée. Kelsey, j'ai jamais entendu parler. À entendre sa mère, le docteur en question avait trouvé le moyen de mettre fin à ses tourments. Jérôme s'avança dans le grand appartement, heureux qu'elle s'intéresse à autre chose qu'à ses obsessions habituelles. De la grande fenêtre du salon, il regarda le fleuve noir, dardé de gros flocons de neige mouillés. On annonçait de la pluie verglaçante depuis la veille. À force de circuler par les voies souterraines, il lui arrivait parfois de perdre le contact avec le temps qu'il faisait. Aux États-Unis, on vient de l'introniser au National Women's Hall of Fame. Et qui est cette femme? Ravie d'avoir capté son attention, Florence l'invita à s'asseoir à table. Elle avait préparé une salade de tomates et d'avocats en entrée. Pendant qu'elle touillait la salade qu'il dévorait des yeux, elle laissa tomber. Dr. Kelsey travaillait à la Food and Drug Administration en 1960. Il venait tout juste d'être engagé.
On ne prenait pas les femmes tellement au sérieux à cette époque-là, et encore moins lorsqu'elles se présentaient comme scientifiques. Il la questionna entre deux bouchées. C'est une féministe. Elle se garda bien de répondre. Son premier boulot à l'agence a été d'étudier la demande d'homologation du nouveau type de somnifère développé en Allemagne et déjà vendu dans certains pays européens ou au Canada. C'est le géant pharmaceutique William S. Merrill qui cherchait à obtenir cette homologation, mais la Dr. Kelsey s'y est opposée. Les recherches sur le médicament et ses effets secondaires lui paraissaient incomplètes. Elle s'était entre autres rendu compte que le somnifère n'avait aucun effet sur les souris de laboratoire. Jérôme ne mangeait plus. Ce préambule très instructif n'était qu'un détour pour en arriver à son sujet de prédilection. La Merrill souhaitait utiliser un nom différent pour commercialiser le somnifère aux États-Unis. On l'aurait appelé le Kevadon. Ailleurs dans le monde, on l'appelait simplement la thalidomide. Maman, ne m'appelle pas maman. Tu dois savoir, je sais déjà. Laisse-moi seule. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Chaque fois qu'il se voyait, Florence éprouvait le besoin de parler de la thalidomide. C'était ainsi. Et chaque fois, elle trouvait de nouveaux détails, de nouvelles études. Cette fois, c'était les mémoires de France Kelsey. Elle se remit à manger. Le docteur Kelsey s'est battu comme une dingue pour retarder la mise en marché de la thalidomide aux États-Unis. Le risque lui paraissait trop grand. En fait, elle était rongée par le doute. Et avec raison, au même moment, une épidémie de phocomélie éclata en Allemagne, en Angleterre et ici au Canada. Les nuages s'étaient assombrés au-dessus du fleuve. La tempête annoncée prenait son élan. Jérôme continuait de manger tandis que sa mère reprenait plus convaincue que jamais. En fait, l'intérêt du livre, c'est qu'elle prouve que les Canadiens, les Allemands et les Anglais n'ont pas fait leur travail. Ils sont coupables de négligence. Il y a eu un règlement dans cette affaire. Florence, la thalidomide, c'est du passé. C'est oublié. Elle sourcillait. Était-ce parce qu'il l'avait appelée par son vrai nom ou parce qu'il ne voulait pas en savoir plus? Elle allait le contredire, lui rappeler qu'en Allemagne et en Angleterre, il y avait eu des règlements jugés satisfaisants à l'époque, mais qu'ici, c'est une autre histoire. Un recours collectif intenté par les victimes s'était terminé en queue de poisson en 1974. Mais la sonnerie de son téléphone portable l'interrompit. Il jeta un œil à l'afficheur, fit la grimace et répondit. Marceau. Elle ronce et O'Leary. Il n'y avait que lui pour l'appeler lorsqu'il était chez sa mère. Il y a eu une fusillade au palais de justice avec des morts. Combien? 4. Et un blessé grave. Jérôme vit des chiffres défiler devant ses yeux. Les 39e, 40e, 48e et 42e homicides, il les 14. En fait, c'est un blessé, précisa O'Leary. Ça s'est passé dans une petite salle au fond d'un corridor au 3e étage. On y va. Corriveau et moi, je t'ai fait envoyer une voiture. Florence commença à s'impatienter. Jérôme semblait si perturbé parce qu'il entendait, que leur repas hebdomadaire semblait compromis. Il n'en était pourtant qu'à l'entrée. Il fallait absolument qu'elle lui parle de ce nouveau recours collectif intenté par un groupe de victimes afin de rouvrir l'entente de 1974. L'argent, la fortune dont elle avait parlé au début, c'était ça. Mais Jérôme n'en avait que faire. Il essuya la bouche avec sa serviette et en continuant de parler au téléphone. Pas de voiture. Je vais prendre le métro. Avec ce temps, ça ira plus vite. Et si vous arrivez avant moi? Non, une voiture, insiste Henri. Elle sera là dans 3 minutes, le temps que tu descends. L'Irlandais avait raccroché. Il n'y avait pas de discussion possible avec cet homme. C'était un mur. Un mur qui n'allait jamais au bout de ses phrases. C'est une autre chose dont il allait falloir discuter avec O'Leary et Corriveau. Tant qu'il serait à la tête du service, il ne se contenterait pas d'avoir à deviner ce que ses enquêteurs avaient à lui dire. Je suis désolée pour le déjeuner, maman, mais là, vraiment, c'est un gros truc, je dois y aller. Il laissa Florence seule devant son assiette. Elle était déçue. Elle avait cru pendant un moment que ce qu'elle disait l'intéressait et se joindrait au recours collectif. Jérôme était debout et avait la tête ailleurs. Refermant son téléphone, il le glissa dans sa sacoche en cuir au bord usé se dirigeant vers la porte. Sa mère l'y rejoignit et s'étonna qu'il soit venu habillé ainsi. Son veston élimé n'était pas du tout approprié au temps qu'il faisait. Il n'a pas de manteau, pas de couche-chaussure, il fait tempête. Je circule toujours en métro.
Ce n'est pas nécessaire. Jérôme n'était déjà plus là lorsqu'il embrassa Florent sur le pas de la porte. Il était sur les lieux du crime. Il ne savait rien de ces meurtres au palais de justice, mais certaines évidences s'imposaient. D'abord, l'enquête serait confiée à la Sûreté du Québec. O'Leary et Corriveau arriveraient peut-être les premiers sur place, mais la SPVM ne ferait rien de plus qu'assurer la sécurité. Le temps que d'autres prennent la relève, d'où l'urgence de lui envoyer une voiture. Quelqu'un de la SQ l'appellerait sans doute durant le trajet. Jérôme, parfois, je suis tellement triste pour toi, lui dit alors sa mère. Elle cherchait à le retenir comme si elle l'avait toujours fait. Il se revit subitement à 12 ans alors qu'il partait pour l'école. Il était sur le seuil de la porte, celui d'une autre porte, mais les mots étaient les mêmes. Je suis tellement triste pour toi. Oubliant la fusillade du palais de justice, il la serra dans ses bras, dans son seul bras. Arrête de t'en faire, maman, il n'y a pas de raison pour que tu sois triste. Je vais bien. Oui, mais est-ce que tu me pardonnes d'avoir pris de la thalidomide? Je te le dis, il n'y a rien à pardonner, maman. Rien à part le fait que tu reviennes sans cesse sur cette question et que tu me demandes chaque fois pardon lorsque je m'apprête à partir. Arrête d'y penser, insista-t-il. C'est parfaitement inutile. Après toutes ces années, Florence se sentait encore responsable de son infirmité. Je dois partir maintenant. Je te rappelle dès que j'ai un moment. Il l'embrassa sur le front, sortit dans le corridor et se précipita vers l'ascenseur. Alors que les portes automatiques se refermaient, il lui rappela qu'il était mal habillé pour affronter la tempête et repensa à O'Leary. L'enquêteur ne lui avait-il pas dit que la fusillade s'était produite dans une petite salle au 3e étage du palais de justice? Étrange tout de même. On ne juge que des cas mineurs, là-haut dans ces salles perdues. Traversant le hall de l'immeuble, il pensait aussi à l'enquêteur Blanchette, la nouvelle. O'Leary n'avait pas dit un mot sur le sujet. Il lui faudra la mettre sur le coup. Alors qu'il s'approchait des portes vitrées, il se rendit compte que la tempête avait encore pris du souffle. Comme prévu, une voiture de la SPVM l'attendait devant les murs. Il y avait 20 mètres de bourrasque et de neige folle à traverser pour la rejoindre. Jérôme releva le col de son veston, serra sa sacoche et plongea dans la blancheur en se disant que si ce sprint était à l'image de ce qui l'attendait au palais de justice, il aurait besoin d'un anorak et peut-être même d'une armure jusqu'à ce que Linda rentre de vacances.